Bon, allez, pas chasser. Tu regardes quoi, là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans, quand même. Tu sais, moi, j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. À la une ce soir, le drame qui s'est produit au Moule samedi soir. Dans la section de la Croix, un homme de 70 ans a tué sa compagne et son supposé rival. Les témoignages recueillis par ATV Guadeloupe rendent compte de l'intensité du drame. Et la violence a également frappé à Sainte-Rose. Un homme a été assassiné à coups de coutelas hier après-midi. Qu'est-ce qui a motivé un tel acte alors que la commune baignait dans l'ambiance du carnaval? L'enquête d'ATV Guadeloupe est à venir. Et l'UTC UGTG était une nouvelle fois mobilisé à Basse-Terre. Les revendications portaient sur le protocole signé le 8 novembre dernier. Il serait mal appliqué selon le syndicat. Les deux parties devraient se retrouver dans quelques jours pour tenter de s'accorder sur la lecture de celui-ci. Et le carnaval bat son plein au rythme des groupes à peau. Ceux-ci parviennent au succès après un immense travail de rigueur et d'imagination. Immersion au cœur de cette véritable machine à ambiance Nation à Nègre-Marron. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ATV Guadeloupe. Ce week-end fut particulièrement meurtrier. 5 personnes sont mortes en 2 jours. Samedi soir, c'est à la section La Croix au Moule qu'un homme âgé de 70 ans, convaincu que sa compagne le trompait, a tué celle-ci et son supposé rival juste avant de mettre fin à ses jours. Nathalie Dinan, Moïse Exter et Patrick Curie se sont rendus sur les lieux des crimes. On regarde. Au Moule à la section La Croix ce matin, l'incompréhension et la tristesse sont encore palpables. Les marques du crime passionnel sont encore visibles. Dehors sur la pelouse, des traces presque indélébiles de sang séché. C'est là qu'est mort Georges Bénuffé, l'amant présumé. La victime n'a pas eu le temps de rentrer. Dans le quartier, chacun y va de son hypothèse. Moi, je pense que c'est une question de jalousie. Et ça, c'est des grandes personnes qui règlent les affaires entre eux. Hein, mais nous pouvons dire que nous avons 3 personnes qui sont morts. Donc, monsieur d'abord, et ensuite, madame Mayabala, il retourne tuer. Et ensuite, lui-même, il fait ça et puis il fait veille. Donc, il n'est pas ni temps arrivé à l'hôpital, ni temps mort. Et bon, nous pas là pour nous dire mauvais Simon, mais c'est cas ça là, fait pour être tué. Et là où madame pas ouvert par madame là, ou ni en jalousie, ou quoi quitter. Madame là, pour l'autre là, ou bien on peut arranger, mais on pas tuer, on va doit faire ça ou fait là. Samedi soir, lorsque la gendarmerie arrive sur les lieux, le voisinage est inquiet. Il cherche à savoir le fin mot de l'histoire. Mais que s'est-il vraiment passé? On a vu le va-et-vient des pompiers, et puis ambulance, SAMU et tout ça. On s'est posé des questions. Et après, il y avait un client qui était là, et puis je lui ai dit d'aller voir, parce que comme sa famille est du coin, et c'est lui qui m'a appelé pour me dire que la dame a été tuée. Et le gars, on le recherchait, mais bon, apparemment non, parce qu'il s'était déjà tiré une balle. Donc, et puis après, et c'est à ce moment-là, bon, après on a été voir les gendarmes, comme les gendarmes étaient à côté, on leur a demandé qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Alors donc, à ce moment-là, on nous a dit que le Bénuffé est mort chez lui. L'enquête a été confiée à la brigade de recherche du Moule pour déterminer les causes de ces 2 crimes. Une autopsie a été diligentée. Une fois les résultats connus, cette instruction sera probablement terminée, le meurtrier présumé et ses victimes étant décédés. Et les jurés de cour d'assises ont une certaine tendance à moins condamner les crimes passionnels parce que ceux-ci seraient commis sous l'emprise de la passion et de la déraison. Mais est-ce justifié? La société doit-elle être plus tolérante envers les crimes passionnels? Isabelle Amou et Linda Kayarsi vous en sondez. On écoute vos réponses.
Je pense que c'est quelque chose de vraiment mauvais parce qu'en réalité, si on aime quelqu'un, on ne la suit pas. Pensez-vous que l'on doit être tolérant avec les Non, bien sûr que non, parce que tout le monde a le droit de vivre. Hein. Non, c'est pas juste. C'est pas bien? Non. On doit pas être tolérant vis-à-vis de ça? Non. Pourquoi? Il faut comporter, il faut se parler, il faut se diriger à Dieu, il faut demander pardon. Du tout. Pourquoi? Mais attends, quel crime qui doit être tolérant? Ça doit pas exister, ça. À mon avis, hein. C'est comme ça que je vois les choses. On ne peut pas tolérer des crimes passionnels. C'est pas faisable. Tout crime reste crime, que ce soit passionnel ou peu importe. Mais bon, je ne vois pas l'utilité de tolérer des crimes. C'est insupportable, on ne peut pas accepter ça du tout. Là, maintenant, c'est invivable. Pourquoi? Avec le temps d'aujourd'hui, je pense qu'il faut réfléchir plusieurs fois avant de faire quelque chose. Avant ou agir? Avant agir. Et maintenant, c'est Satan. Pas du tout. Pourquoi? Parce que quelqu'un est sur terre, il est sur terre parce qu'il doit être là, donc on ne doit pas tuer pour ça. Voilà. Quelles que soient les raisons, on ne doit pas tuer. C'est pas bien, c'est pas bon. Il ne faut pas être tolérant, il faut punir. Il faut punir les crimes passionnels car personne n'a le droit de tuer quiconque. Aucun être humain n'a le droit d'être tué pour quelconque raison. Donc je ne suis pas pour, je suis bien contre les crimes passionnels. Et le lendemain de ce crime, la mort venait frapper de nouveau, cette fois à Sainte-Rose. Un homme a succombé à des coups de sabre. Voici le reportage d'ATV Guadeloupe. Au rez-de-chaussée, au numéro 1 de la résidence La Distillerie, les vêtements de la victime sont encore suspendus au barreau de son balcon. L'homme connu des voisins pour être sans histoire a connu une fin tragique. Non loin de chez lui, il a croisé un ami. Très vite, une dispute a éclaté entre les deux hommes. Et c'est le drame. Alors, Bouga, tu as dit, moi là, c'est parce que Bouga, comme ça, il y a un voisin là, on connaît plus, puis c'est Bouga qui a venu ciser à l'aise là. Il a fumé, et nous a dit bonjour, comment non? Puis ça connaît Bouga bien, mais et moi, j'étais en carnaval dimanche, et entendre qu'il y a Bouga des coups de sable. Le sexagénaire est décédé sur place. Cet homme, fragilisé par son handicap, était inoffensif, selon les personnes qui le croisaient souvent. Mais j'avais l'habitude de voir la victime ici, le matin, soit près de l'arbre là ou bien près du site, à Biron. Et c'était un homme handicapé. Et à part ça, il était là, il fumait sa cigarette. Sans histoire. Sans histoire. C'est un monsieur sans histoire. Donc ça butin, il est vrai, il est venu côté, il est demandé au baillant l'argent. Bon, non, baillant l'argent, si vous ne pouvez pas bouger, et bon, Bouga, quand il est là, il est parti, quand il est bon, non. C'est comme ça, moi, je connais Bouga. Je ne pas connaître Bouga qui est méchant, rien. Moi, pas pourquoi il fait ça. C'est Mouna qui fait ça, il connaît pourquoi il fait. La gendarmerie poursuit ses investigations. L'enquête devrait délivrer les circonstances exactes de sa mort. Et cette série s'est poursuivie de plus belle hier soir. Un jeune homme de 23 ans a été tué en marge du défilé carnavalesque à Petit-Pérou aux Abîmes. La victime aurait tenté de fuir ses agresseurs lors d'une course-poursuite. Ces derniers ont tout de même réussi à le rattraper en lui tirant une balle en pleine tête pour lui dérober son scooter. Une information confirmée par les services de police. Et décidément, ce mois a débuté sur de mauvais auspices en Guadeloupe. Ce matin, une jeune femme a été victime d'une agression à l'arme blanche au CFA du Rézé. Les faits se sont produits suite à une altercation avec son agresseur, également scolarisé dans cet établissement. Transporté au CHU de Pointe-à-Pitre, son pronostic vital est engagé. Et puis, en bref, un braconnier a été arrêté alors qu'il sévissait à l'île du Gosier. Il détenait 500 oursins blancs. Les autorités vous rappellent que la pêche aux oursins est interdite depuis le 15 janvier et rappellent aux contrevenants qu'ils risquent la fermeture administrative de leur activité ainsi et s'exposent également à des amendes pouvant aller jusqu'à 22 000 €. Et nous ouvrons maintenant une page politique. Si dans l'Hexagone, Benoît Hamon est arrivé en tête, les Antillais ont choisi le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Pourquoi les électeurs antillais penchent-ils pour des candidats, pour des choix différents en tout cas de ceux de l'Hexagone? On regarde ce décryptage signé Loïc Régis. Au niveau national, Benoît Hamon a déjoué tous les pronostics et sort grand vainqueur du premier tour de la primaire de la gauche. En Martinique, la tendance est complètement inverse. Manuel Valls, qui sera son adversaire au second tour, triomphe avec 67% des voix. Sa mobilisation en faveur de l'outre-mer aurait fait pencher la balance. Chaque fois qu'il y a eu quelqu'un qui a prononcé
la Martinique, la Guadeloupe à travers l'expression outre-mer, c'est Manuel Valls. Bon. Et deuxièmement, je suis bien placé pour le dire, c'est le seul qui portait un programme précis, un programme qui a été élaboré de manière partenariale avec ses partenaires en Martinique, dont nous, dont la FSM et les autres. Et on a vraiment un programme qui permet d'aller beaucoup plus loin que ce qui a été fait. Parmi les 7 candidats de la primaire socialiste, seul l'ancien Premier ministre bénéficie d'un comité de soutien martiniquais. La mobilisation des élus locaux a été efficace. Comme Manuel Valls avait un comité de soutien qui est composé de Serge Letchimy, mais d'autres parlementaires. Il y a Bruno Onessorazero, il y a Serge Larcher, le sénateur, il y a Louis-Joseph Moscou, député européen, il y a un certain nombre de maires qui composent ce comité de soutien. D'ailleurs, c'est le seul comité de soutien existant pour les candidats de la gauche de cette primaire. Donc le résultat peut s'expliquer par le poids politique de ce comité de soutien déjà. Homme de l'ombre, Benoît Hamon n'a pas su convaincre les Martiniquais. Ici, il obtient néanmoins 14% des voix. C'est plus qu'Arnaud Montebourg, mais largement moins que Manuel Valls, 50 points d'écart. Le fait qu'il n'y ait pas eu de débat entre les représentants de candidats, le fait qu'il y a un comité de soutien à Manuel Valls et les autres n'avaient pas de comité de soutien, c'était peut-être plus difficile pour les uns et les autres de se déterminer. Le sprint final est lancé entre Benoît Hamon et Manuel Valls. Le deuxième tour de la primaire se jouera dimanche 29 janvier. Même si les Antilles plébiscitent une nouvelle fois l'ancien Premier ministre, pas sûr que ce soit suffisant pour faire pencher la balance. Et retour en Guadeloupe maintenant, après près d'un mois de paralysie des services publics à Basse-Terre. L'UTC, UGTG et la mairie de la ville avaient réussi à s'entendre sur un accord de fin de conflit le 8 novembre dernier. Mais depuis, celui-ci n'a toujours pas été honoré, selon le syndicat, ce qui a enclenché une nouvelle mobilisation ce matin. Reportage Karen Diama. À la surprise générale, les services municipaux étaient fermés ce matin, entravant l'accès aux usagers, mais surtout aux non-grévistes. Il y a des chapiteaux qui ont été installés sous l'esplanade de la mairie pour accueillir tout le personnel qui n'est pas gréviste, qui est plus d'une centaine qui travaille à l'hôtel de ville. Et aujourd'hui, nous avons une minorité de syndicalistes de GTG qui ont décidé de bloquer la mairie ce matin. Mais actuellement, ils sont en négociation avec le maire et voilà. Et pour l'instant, nous n'avons pas plus d'éléments. À l'origine de cette nouvelle négociation, le non-respect du protocole, signé le 9 novembre 2016. Il faut savoir des gens dans la commune qui a moins de 35 heures. Donc nous avons une liste avec un certain nombre de monde et ils choisissent l'unité vlé. Même s'il a dit qu'il a fait, nous avons dit choisir l'unité vlé dans la liste là. Au niveau des carrières des agents aussi, que là aussi nous interpellons, ils ont le problème dans les carrières. Là ils peuvent commencer à faire rien. Au contraire, ils attendent ces gens à partir à la retraite pour dire que ouais, ils partent sans rien. Le régime indemnitaire là, c'est vrai, ils commencent bien, on partit, mais nous pas savons si qui base réglé parce qu'il a dit nous c'est en différentiel. Il faut savoir que le différentiel sans les voitures, ça y est, nous pas des voitures. Nous pas finir vers ça, mais nous avons souvent un document qui a dit nous, comme nous faisons 20 jours grève, il ne peut pas tirer 20 jours, mais qui est gentil avec nous, qui a tiré 10 jours. Nous avons dit non, parce que nous avons dit comme ça, il a doué nous. Donc, si c'est ça qu'il a fait, il peut prendre 10 jours, il peut prendre 20 jours. Par contre, nous avons demandé d'appliquer le protocole là depuis 2004 avec nous. À l'issue de cette rencontre, les deux parties sont tombées d'accord pour examiner au cas par cas les carrières de chaque agent municipal. La prochaine rencontre est prévue le 15 février prochain. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Découverte de l'Acaille-Flot, une maison écologique qui flotte sur l'eau. Et puis il fascine, parfois intrigue, plongé au cœur d'un groupe à peau en Guadeloupe. Mais avant cela, en Guyane, le réseau des bus se modernise. Une nouvelle ligne qui relie Cayenne et Matoury a été mise en place. Des véhicules équipés de quelques nouveautés technologiques qui reviennent beaucoup trop cher selon certains usagers. Reportage Ayodele Germa d'ATV Guyane. En service depuis quelques heures seulement, la ligne 7 rompt déjà avec les habitudes des usagers avec ses arrêts inamovibles entre Cayenne et Matoury. Elle est déjà donc les gens sont habitués à ce qu'il y a des arrêts fréquents. Si vous vous arrêtez là, et moi je m'arrête juste là, et le bus s'arrête. Entre Cayenne et Matoury, comptez 22 arrêts. De l'église de Matoury, en passant par le Ranch, le centre commercial Family Plaza, jusqu'à la gare routière de Cayenne. Si ce trajet était déjà desservi par des minibus de la CACL, ce qui change, c'est la capacité d'accueil des transports. Précédemment, on avait des bus de 9, 16 à 22 places et aujourd'hui, nous avons des bus de 110 places, dont 32 places assises.
nous avons redéployé en fait les lignes sur le territoire afin de mieux desservir justement le territoire. Donc on a par exemple une desserte qui existe à la Levée et le chemin Mortium donc à Matoury qui n'était pas desservi précédemment. C'est également le cas pour Cogno. Là en fait on essaie justement d'apporter une meilleure couverture de transport voilà, pour les personnes pour répondre vraiment à la demande. Quelques innovations ont été introduites dans les bus de la ligne 7. Courant dans l'Hexagone, la billettique sans contact fait son apparition sur cette nouvelle ligne avec des cartes disponibles auprès de la CSCL. Notez également un GPS qui permet aux conducteurs de repérer l'emplacement des arrêts qui pour la plupart ne sont pas encore signalés physiquement. Seul bémol, certains passagers se plaignent de la cherté du billet et ont du mal à trouver leur correspondance. Ça fait beaucoup plus cher parce que donc, normalement, avant c'était 1,82 € pour Nio pour arriver à Cayenne. Maintenant, j'ai sorti à Balata, j'ai déjà payé 1 € et puis j'ai payé 2 € là encore. Ça a déjà fait beaucoup plus cher. Le tarif adulte a été fixé à 2 € par l'agglo. Acheté en agence, il coûte 20 centimes de moins. De plus, il existe de nouvelles correspondances du fait de cette nouvelle ligne. Aujourd'hui, toutes ces informations ont été délivrées aux usagers sur ce stand au centre commercial Family Plaza. Un certain nombre de lignes justement ne vont plus jusqu'à Cayenne. Je prends le cas de Macoury à Cayenne qui s'arrête désormais au Family Plaza, donc où nous sommes aujourd'hui, ou encore les lignes de Roura ou encore de Concorde qui s'arrêtent à l'église de Matoury. Donc pour nous, il était important d'être présent sur le réseau pour accompagner la population à ces différents changements, leur expliquer un peu le fonctionnement de ces nouvelles lignes. Les horaires des bus de la ligne 7 sont disponibles sur le site internet de la CSCL. Et si la maison de demain était un bateau, avec la montée inéluctable des eaux, de nombreux concepteurs ont imaginé ce nouveau type d'habitat. Des maisons écologiques, dites autonomes, qui flottent sur l'eau. Jean-Marc Salpêtrier, bonsoir. Bonsoir Barbara, bonsoir la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Vous faites partie justement de cette génération d'inventeurs qui ont pensé, vous avez inventé la Caille Flow, une maison qui flotte sur l'eau. Expliquez-nous, décrivez-nous un petit peu comment elle a été pensée. Alors, elle a été pensée d'abord comme une maison et ensuite réglementairement un bateau, ça c'est important. Donc une maison de 107 mètres carrés sur 3 niveaux, donc avec les chambres et les salles d'eau, salles de bain, WC au niveau des flotteurs, la cuisine, le salon au niveau du pont et un salon haut avec un spa, si possible, au niveau du fly. Donc une maison bateau, mais avec le confort d'une maison traditionnelle. On regarde un petit peu en image à quoi ça ressemble. On regarde ensemble. €2 par mètre carré, soit à peu près 300 000 €. C'est l'équivalent d'une maison luxueuse aux Antilles. À qui s'adresse ce produit? Alors, maison luxueuse, oui ou non? Parce que, en fait, l'élément de comparaison, effectivement, c'est la villa au bord de l'eau. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir la 107 mètres carrés au bord de l'eau à 300 000 €. Alors, ça s'adresse aux professionnels du tourisme pour faire un hôtel à flot, également pour de la location saisonnière et également pour un hôtel qui peut être à quai. Et ça s'adresse aussi aux particuliers. Alors c'est un produit nord-sud, est-ouest parce que en fait les paysages sont magnifiques, la mer est le territoire à conquérir. Comment vous avez eu cette idée d'imaginer ça existe déjà les maisons flottantes, mais ce bateau, cette idée de cette maison qui ressemble vraiment à une maison traditionnelle, comment vous est venue l'idée, vous, Antillais, de créer justement cette maison? Alors ça existe beaucoup en Hollande, on en parle beaucoup. Là, la particularité, c'est que j'ai voulu un look de bateau et réglementairement que ça soit un bateau pour s'inscrire dans le paysage. Ça m'est venu, mon père est de Grand-Rivière, donc du nord de la Martinique, et il a construit son bateau et nous avons navigué dans toutes les petites
petites Antilles, et j'ai vu des gens vivre sur leur bateau, puis attention, hop, hop, c'est exigu. Et donc, l'idée de pouvoir avoir des volumes d'une maison. Ensuite, je suis ingénieur en génie civil et urbaniste de formation, donc j'ai travaillé sur l'aménagement du territoire, et le littoral est un territoire à conquérir, et nous avons de magnifiques littoraux en Guadeloupe, dans la Caraïbe. Et enfin, vous l'avez dit tout à l'heure, la montée des eaux océaniques qui est inéluctable. Il faut le dire, cette maison est également écologique, c'est le principe du zéro rejet. Comment est-ce possible? Explique-nous un petit peu. Alors, 100% autonome en eau, récupération d'eau de pluie, recyclage des eaux grises, 100% autonome en énergie, donc des panneaux photovoltaïques et d'éoliennes, et puis zéro rejet grâce à des toilettes sèches pour les eaux noires. Alors il y a un avantage certain, c'est que ce n'est plus la peine de faire de carburant, c'est une économie incroyable, et qu'elle peut même se piloter sans permis. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les novices de la navigation? Alors, et pour les professionnels aussi, de se retrouver avec des novices comme ça sur le plan d'eau? L'idée, c'est pas de naviguer en fait. Et les professionnels, que ce soit l'hôtel à flot, l'hôtel à quai ou en location saisonnière, c'est vendu c'est loué de manière statique. Donc en fait, l'utilisateur, le client du professionnel n'aurait pas à naviguer, à se déplacer avec le quai flow. Et sans permis, quand on a une motorisation minimale qui permet de se déplacer, mais pas très loin en fait. Vous avez déjà vendu un premier modèle. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui concernant le développement de votre société? Tout à fait. Donc j'ai vendu 3 Kaiflow. L'idée, c'est d'atteindre le seuil de 15 pour rentrer dans la phase de construction. Je suis très heureux que ça soit une famille qui veuille y vivre, donc avec ses 2 enfants. Voilà, donc l'idée, je suis aussi en discussion pour un projet hôtelier à Sainte-Anne, à la Martinique, à Flot. Donc voilà, donc tout ça doit pouvoir se cristalliser et je propose aux professionnels du tourisme guadeloupéen et à la population guadeloupéenne de s'y intéresser. Voilà, et d'ici fin 2017, début 2018. Jean-Marc Sapétry, merci d'avoir accepté de nous présenter ce soir votre projet. Merci à vous. Avant de larguer les amarres, de s'abandonner à ce produit, direction la terre ferme. Pendant plusieurs jours, nos reporters ont vécu le carnaval de l'intérieur, une immersion dans le groupe APO nommé Nation à Nègre-Marron, de la préparation des boulets. Un reportage signé Isabella Molinda-Kayarsi. On regarde ensemble. Très bien. Comme tous les mardis, la parole est ouverte aux adhérents de Nation à Nègre-Marron pour faire le point sur les précédents déboulés. Les lignes de soins, on nous prend la tête, on s'aligne, mettez pas 5, ok c'est bon, on fait 4 pas, il n'y a plus de lignes, c'est inexistant. Le maintien des lignes, les normes de sécurité à respecter, autant d'éléments abordés pour le bon déroulement du MAS. À chaque fois on est obligé de rabâcher, nous sommes obligés de faire prévention comme ça parce qu'il y a des gens qui l'ont dit ou ça ne pas comprendre le MAS. Ok? Arrêtez ça. En nous point pied à nous amuser, tout le monde vient pour point pied et aille. Si on dit ça, c'est que nous voulons éviter l'aérien. En cas d'autres masses là imposant, en nous-mêmes à nous être responsables déjà. Dans les coulisses, une véritable organisation se met en place par les différentes commissions, à l'instar d'une mini-entreprise. Débriefing, planning, choix des costumes et bien sûr, les avis sont partagés. De toutes les manières, on n'a pas de sortie le dimanche. Le 4 au soir, il y a bouillantement, on peut faire la réception le 5. On parle de ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on doit améliorer. Et ça nous permet aussi de rebondir par rapport à notre CA, leur faire un compte-rendu de ce que nous, on a vu dans le MAS, parce qu'on est dans le MAS, mais aussi hors du MAS. Chaque semaine, les déboulaises, comme on les appelle, découvrent les prochains costumes qui marqueront la distinction de Nation à Nègre-Marron. Regardez bien le costume là, vous autres bien fait costume à autres. Et si vous avez un problème au niveau de fabrication à costume à autres, il y a toujours un atelier. Il y a toujours des gens local là pour une des autres. Massa Zulu, un clin d'œil à l'Afrique qu'a proposé la créatrice de cette tenue. Conception à moi au niveau à Zulu, c'est que faut mettre beauté à nous en Valais déjà, niveau à thème là, et que dire bien que c'est descendant à nous, parce que vous savez pas ni point côté en Afrique par exemple, on peut dire nous pas africains, nous c'est guadeloupéens parce que le monde qui parle comme ça, mais pratiquement toute section en Afrique en thème Zoulou. La commission attache une importance particulière au respect de la création. J'ai la possibilité de venir en atelier pour apprendre à faire les là, pour venir faire les là, et on voulait dimanche comme ça. En dimanche, on va sortir vers les gens. En caméra, on va passer devant, comme par hasard, même on a c'est vous et c'est vous qui m'avez habillé.
Donc, ou obligé que dans la réunion, essayer, expliquer mon nom, dire mon nom, fait. Et même ben mon nom, parfois, explication à thème là. Parce que parfois, mon nom est en l'air, j'allais pas même savoir qui non. La préparation du MAS ne se déroule pas sans la répétition des musiciens. Alors Eddy, ce défilé, comment se passe-t-il aujourd'hui? Merveilleusement bien, on vient de démarrer. Depuis 18h, nous sommes dans les routes Pointe-à-Pitre. On représente l'Afrique avec la tenue Zoulou. Donc ma foi, on s'amuse. J'espère que c'est de même pour vous qui regardez, qui passez là à Pointe-à-Pitre pour permettre aux gens de s'amuser, de voir un peu les choses. Voilà, vous l'aurez compris, à Nation Annick-Marron, c'est ainsi que ça se passe, de la préparation au déboulé. Chaque costume a son identité, c'est ce qui fait l'esprit MAS. Et cet esprit MAS, vous allez le retrouver justement après cette tranche d'information avec Maïté Elso dans l'émission Le Magazine du Carnaval en Larila ce soir. Mais tout de suite, c'est l'heure des informations pratiques. L'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au parking de la mairie du Gosier de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous avez des informations à nous communiquer, n'hésitez pas à nous appeler au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer vos communiqués à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale, mais restez sur ATV Guadeloupe à venir et d'y planter pour questions directes. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr.